démarré. Et même ça fait un moment qu'il a démarré, puisque officiellement ils l'ont à nouveau saucissonné en plein de morceaux. Les quais de la gare, les voies ferrées de la gare, les piliers qui supportent la gare, tout ça c'est pas la gare. Officiellement, ça n'a rien à voir avec la gare, c'est le contournement de Nîmes-Montpellier. Là, ils ont eu le permis de construire pour ce qu'ils appellent la gare, c'est-à-dire le bâtiment qui est au-dessus du pilier, et puis le parking, et puis les remblais sur la zone inondable pour construire donc, le parking et le parvis de la gare. Le permis de construire a été accordé par le préfet. Le préfet tout seul comme un grand. Et puis, avant, il y a eu par exemple l'autorisation loi sur l'eau concernant la ZAC-OS, c'est le préfet aussi. Sorel, officiellement, il est rien dans tout ça. Enfin, il est un des financeurs. Simplement, c'est lui qui est derrière et qui pousse à faire ça parce qu'il veut faire OS. Actuellement, les travaux sont faits par François Fondeville. Disons que le contrat c'est un consortium qui s'appelle SAS pour Société par Action Simplifiée, SAS Gare de la Maugère, qui est constitué d'un certain nombre d'entreprises. Ils ont mis en avant le groupe ICAD, c'est-à-dire le promoteur de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a la Caisse des dépôts et consignations elle-même. Et on s'est aperçu un peu surpris que l'actionnaire majoritaire par 50% des actions plus une se trouve être quelqu'un, une boîte qu'on n'est pas nombreux à connaître, qui s'appelle DIF Infra 3 PPP Luxembourg 2, je ne sais plus exactement dans quel ordre. Enfin, en gros, c'est un fonds d'investissement basé au Luxembourg. Cette boîte est présidée par un monsieur qui s'appelle Laurent Vieillecaz, qui est un ancien cadre supérieur du ministère des Transports, où il était chargé d'étudier les projets de cofinancement d'infrastructures publiques. Donc il a mûri, d'un côté il y a Fresh et de l'autre côté il y a probablement M. Laurent Vieillecaz qui sont les coupables de la gare de la Maugère, avec des intérêts bien sûr palpables à la clé. Il faut noter aussi que ce monsieur, on a des grands corps en France, et ce monsieur fait partie des grands corps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait Polytechnique et qui a fait l'école des ponts et chaussées. L'école des ponts et chaussées, c'est celle qui dit qu'en France, on a des camions miraculeux, parce qu'un camion équivaut à 2 voitures 5 en France, et que dans les études en Suisse, c'est un camion en moyenne, c'est 10 000 voitures pour les sur des routes. Donc vous voyez, il y a des mystères, et puis il y a aussi la SNCF, le groupe SNCF, qui est le plus grand transporteur routier de France, et qui sacrifie allègrement le report de la marchandise vers le rail, et qui ne bronche pas quand M. Macron dit on va remplacer les trains par des bus. Quand on remplace un train par un bus, on va lâcher des particules fines, on va aggraver la situation des routes, ça coûte de plus en plus cher. Un gros poids lourd, c'est 145 000 voitures légères. Alors quand on dit que le devenir de la ligne, nous à la CECOCEF-LT, j'ai oublié de préciser que je suis à la CECOCEF-LT à Languedoc-Roussillon, un des points clés qu'on a, on est venu sur le dossier de la gare de la Maugère à partir de la liaison Montpellier-Perpignan, qui est indispensable pour débloquer le transport ferroviaire entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe, pour faire passer du fret, pour éviter 6 000 camions par jour. 6 000 camions par jour qui passent le Pertus, ça équivaut à 60 millions de voitures légères par jour pour l'usure des routes, qui sont payées par les contribuables et par les usagers voitures légères. Et la pollution. Donc, et la pollution. Et bien sûr avec la pollution, parce qu'on a des particules qui sont ravageuses, puisqu'on a une mortalité liée au diesel. Il n'y a pas que Volkswagen, il y a d'abord les poids lourds qui traversent notre région, et là on a un moyen de contrer. Et c'est pour ça que c'est très important. On a une responsabilité de citoyen, une chance, parce qu'il y a des élections régionales qui arrivent, on a une chance de peser sur ce débat. À partir du moment où il y a au moins une liste, peut-être il y en a d'autres qui vont se manifester, qui dit, nous, on ne va pas mettre les 35 millions sur lesquels la région Languedoc-Roussillon s'est engagée, on arrête les frais sur cette gare. C'est très difficile de trouver les financements publics sur cette affaire-là. Des financements privés, ils s'en trouvent un peu parce qu'ils jouent après, alors quand on regarde de près les contrats qu'on a pu obtenir avec le travail de Michel et ceux que la CADA a fait débloquer, on s'est aperçu par exemple qu'il y avait des formules d'indexation qui font qu'ils ont 10% de majoration des loyers qui se fait automatiquement à travers une formule mathématique qui est inscrite dans le contrat et que SNCF Réseau a laissé passer. Donc il y a des perles comme ça qui expliquent que la CECOCEF-LT comme attaque ont jugé nécessaire d'attaquer le contrat de partenariat public-privé qui confie à la SAS de la Maugère. C'est la première fois qu'on voit ça en France.
confier la conception, la construction, l'exploitation de la gare à des intérêts privés. Ces intérêts privés, ils ne vont pas nécessairement gagner beaucoup sur l'opération même de la gare, mais la gare, c'est la tête de gondole d'une grosse opération immobilière où là, ils vont multiplier leur profit. Et notre bagarre, elle est là-dessus, avec en plus, en tant qu'association de consommateurs, les retombées très négatives pour les usagers, parce que si on fait amener les gens à la gare de la Maugère, les gens qui viennent travailler à Montpellier, ils ont besoin d'arriver sur un nœud où on peut aller dans tous les quartiers de Montpellier, et c'est la gare Saint-Roch, ils n'ont pas du tout envie qu'on les déporte vers la gare de la Maugère. Or, Sorel veut inverser l'échangeur de Saint-Brest pour que l'échangeur de Saint-Brest permette de ravaler les TER, passerait à la Maugère pour continuer vers Lunel. Donc, avec cette mystification, on amènerait les gens de Sète, Frontignan, Béziers, Agde, qui viennent travailler tous les jours sur Montpellier, on les amènerait à 40 minutes et on accentuerait leur temps contraint de 40 minutes en les amenant là-bas. Donc, des enjeux sociaux, économiques, écologiques, il y en a. Donc là, oui, ils sont lancés. Alors c'est sûr que plus c'est lancé, plus éventuellement c'est difficile à arrêter et plus ça coûte cher, effectivement, puisque les entreprises qui construisent ça vont dire on a engagé on a loué du matériel, etc. D'un autre côté, si on continue, officiellement c'est 135 millions d'euros, sans compter donc les piliers, les quais, les aiguillages et tout ça qui ne sont pas compris dans l'enveloppe. Sans compter le tramway qui est estimé à 40 millions d'euros, chiffre de Sorel, bon, ça vaut ce que ça vaut, enfin, là pour le coup c'est possible. Sans compter l'accès routier, donc probablement un nouvel échangeur sur l'autoroute actuelle, plus un pont pour traverser la nouvelle autoroute, plus, etc. Donc on doit arriver à 200 millions, quelque chose comme ça. Si on arrête, on fait quand même une économie. Alors, là, ça vaut la peine quand même éventuellement de payer quelques pénalités. D'autant que c'est même pas, il n'y a même pas d'utilité pour le public. C'est-à-dire au contraire, c'est qu'il perdre du temps. Donc les chances d'arrêter, c'est aussi que peut-être des candidats au régional s'engagent, disent bon, nous, la région, c'est la région qui finance le gros de ce projet-là, et nous, si on arrive, on va faire quelque chose. Et il est temps de se bouger, et il y a une petite fenêtre de tir. C'est vrai que les probabilités, au niveau des recours, elles sont réduites, mais elles existent, on a des arguments. Il y a des faux dans les pièces. On nous dit que le choix de faire la gare à la Maugère a été pris dans une délibération. C'est une délibération où il n'est pas question du choix du lieu de la gare. C'est cité, c'est visé. Quand on dit les responsabilités de Sorel, dans le permis de construire, le préfet ne fait pas référence au projet de SNCF, de Réseau Ferré de France devenu SNCF Réseau. Il fait référence à une délibération de l'Aigle de Montpellier qui englobe la gare dans la zone à aménager. Il ne fait pas référence à la délibération qui est contestée par le recours de Michel. Donc ça veut dire qu'ils ont des failles dans le dossier juridique et que quand le dossier juridique, ça se traduit par des morts, et on le voyait tout à l'heure dans le montage, les morts de la Malou, les morts de Montpellier récemment, c'est des fautes qui ont été commises à un moment donné, des insuffisances des pouvoirs publics, et ça, en tant que citoyen, on a le droit et on a le devoir de dire stop. Et si on peut mener le recours, c'est qu'il y a 155 personnes qui ont souscrit un appel pour pouvoir payer un avocat, et s'il y a 155 personnes qui ont mis un peu d'argent pour payer le recours, c'est qu'il y a de l'espoir encore, et on peut continuer, et il faut continuer à se mobiliser, parce qu'il y a une possibilité d'arrêter ce projet imbécile. Donc il y a actuellement, disons, en gros, pour simplifier, deux recours, puisqu'il y en a un qui est un recours contre la déclaration de projet. Donc c'est une décision de Réseau Ferré de France, maintenant SNCF Réseau, qui considèrent qu'ils ont bien étudié les choses et que la gare est d'utilité d'intérêt général et que donc ils vont la construire. Donc décision du 31 décembre 2014 que j'ai attaqué moi en mon nom en février, et j'ai espoir que ça passe au tribunal peut-être avant la fin de l'année.
L'instruction est close, a priori. Maintenant, il faut que le tribunal décide d'enrouler l'affaire, c'est-à-dire de l'inscrire au planning du tribunal. Si j'obtiens un gain de cause, il n'y a plus de justification et ils ne peuvent plus continuer les travaux, a priori. Historiquement, les attaques contre ce genre de décision sont rarement couronnées de succès. On va voir. Il y a un autre type d'action où là, en fait, il y a plusieurs recours parce que, bon, c'est un peu compliqué, mais disons que c'est un recours contre le financement, contre le contrat de partenariat public-privé. Bon, là, c'est déposé avec des avocats et c'était déposé d'une part par ATTAC et d'autre part par ASECO, CFDT, donc de Roussillon. Il semble qu'il y a eu aussi un dépôt identique déposé par René Revol, le maire de Grabel, et par la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Alors c'est déposé plusieurs fois parce que l'idée c'est que s'il y a un des requérants qui est déclaré sans intérêt à agir, bah, du coup l'autre recours va continuer. Mais en fait, en gros c'est un seul. Et puis c'est déposé à la fois au TA de Montpellier et au Conseil d'État pour des questions de jurisprudence qui sont trop compliquées pour être racontées ici. Ça va se juger sans doute dans pas mal de temps, donc ça ne va pas bloquer le chantier. Nous, on compte sur l'intelligence des élus, qui est de dire, bon ben, si on gagne, votre contrat de partenariat public-privé qui a pour but que vous ne sortiez pas trop d'argent immédiatement, ben, il disparaît. Donc là, il faudra sortir de l'argent tout de suite. Bon, est-ce qu'ils auront de l'intelligence? On ne sait pas. Mais bon, au pire, si on arrive à casser un contrat qui coûte très cher pour la collectivité, bon, ce sera pas mal non plus. Après, il peut y avoir éventuellement des recours contre permis de construire, autorisation au titre de la loi sur l'eau et des choses comme ça. Actuellement, il n'y en a pas de déposé. Une autre question qui est des questions pratiques, c'est-à-dire comment on fait concrètement pour occuper un terrain alors que ce terrain se trouve sur le chantier d'une ligne de train en construction, donc le contournement de Nîmes et Montpellier, juste à côté d'une autoroute en construction, l'autoroute A9 bis, un endroit que les gens de Montpellier ne connaissent pas du tout, qui est accessible uniquement par le sud, parce que par le nord c'est pas accessible à cause de tous ces chantiers, et ça rend finalement l'occupation assez complexe. À moins de dire, en fait, la grosse question c'est le quartier Ose, et on va occuper le quartier Ose. Ça, à mon avis, ce serait possible. Sur la question des 2 milliards, ça c'est un truc qui a été inventé par Sorel un beau jour, il y a un an. Sur le site web, vous verrez une rubrique qui s'appelle Désintox, où c'est expliqué qu'est-ce qu'il y a comme engagement. Évidemment, 2 milliards, il est hors de question que quoi que ce soit coûte 2 milliards. 2 milliards, c'est le prix du contournement de Nîmes et Montpellier, plus la gare de la Mogère, plus la gare de Manduel. Donc si on arrête la gare de Montpellier, il n'y a aucune raison d'arrêter le reste. Et il n'y a aucune raison de payer l'ensemble du prix du reste. Enfin, c'est complètement absurde. Bon, par contre, en plus, la gare n'est pas construite par la métropole. Enfin, c'est complètement absurde. Par contre, ce qui est clair, c'est que, comme je vous disais, la métropole a acheté les terrains. Enfin, j'ai peut-être pas dit que c'était la métropole, mais la métropole a acheté les terrains. Donc, elle veut se payer en construisant une ZAC autour. Donc s'il n'y a pas de ZAC, ça va lui coûter de l'argent et en tout cas lui faire un manque à gagner de combien, bah ça, si vous arrivez à voir dans les comptes de la SERM, de la SAM et de la métropole, vous pourrez me dire peut-être combien ça va coûter. Oui, sur les 2 milliards. Sur les 2 milliards. Et où en fait, il est très clair qu'à chaque fois que Sorel a dit, Monsieur Sorel, pardon, on m'a repris sur ça, que M. Sorel a dit
moi, la gare, je suis pas très chaud, je pense que ça va pas se faire. En fait, c'est une manière de gagner du temps, de calmer un peu les oppositions, et puis aussi de pas montrer, pas montrer clairement aux naïfs, en tout cas, qui s'est complètement contredit par rapport à sa campagne. Et pourquoi, pendant la campagne, il a dit qu'il était contre? Certainement pas parce qu'il était réellement contre, mais parce que Jean-Pierre Moore était pour. Et que lui, il était contre Jean-Pierre Moore. Donc il fallait qu'il soit contre. Voilà. Si on est là ce soir, pour dire non à la deuxième carte TGV, il faut savoir que le nouveau maire de Montpellier, lors de sa campagne, s'était positionné contre la gare. Il a été impossible de trouver un élu qui se joigne à notre plainte. Si ce n'est, maintenant, il y a René Révol, je crois, qui s'est joint. Mais sachant que 90% de la population ne comprend pas l'utilité de cette gare, aucun élu, ne comprend que cette gare est inutile. La gare TGV, c'est juste un prétexte pour urbaniser. S'il n'y avait pas la possibilité d'urbaniser autour, la gare TGV, on n'en parlerait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors du passage de Moore à Sorel, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, mais il y a d'autres choses qui n'ont pas changé du tout. Et ce qui n'a pas changé du tout, c'est les services administratifs de l'agglo qui sont passés à la métropole. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Or, quand Sorel est arrivé au pouvoir, il a dit qu'au niveau immobilier, il y avait eu des erreurs qui avaient été faites, qu'il voulait réparer la ville, etc. Donc il a dit ça juste après les élections. Et qu'est-ce qui s'est passé 7 à 8 mois après, il s'est fait recadrer gentiment par ses services administratifs, et il a validé Montpellier à la mer, en reprenant textuellement ce que proposait Moore. Il y a un petit document, un style publi-reportage de Moore, où on le voit en photo sur la page de garde, et où il explique l'éco-quartier, machin, etc. Sorel a fait un document où on reprend les mêmes schémas, les mêmes explications. Forcément, c'est les services administratifs de l'agglo qui ont pondu tout ça. Et où la seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas la photo de Moore sur la page de garde, il y a la photo de Sorel. Mais c'est exactement la même chose. L'agglomération, la métropole peut-être n'a pas de service très compétent sur le plan technique, mais ils ont des gens qui travaillent pour eux, c'est-à-dire qu'en fait tous les grands projets ne sont pas faits par la métropole, ils sont faits par la SERM ou par la SAM. La SERM, c'est Société d'équipement de la région de Montpellier, la SAM, c'est Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier, et y compris le tramway. Passer outre, lorsque il s'agit de rendre une décision en toute impartialité, en toute transparence, de passer outre à l'avis largement majoritaire de la population sur ce dossier. Il me semble qu'on est là face à un déni de démocratie, et que peut-être conviendrait-il aussi de porter, mais alors ça c'est à un autre niveau puisque ça relève du législatif, de revoir un petit peu les mécanismes, les procédures d'enquête d'utilité publique. Sinon, si à chaque fois on se heurte à ce type de décision, c'est vrai sur la gare de la Mogère, on l'a vu sur le lien, le tracé du lien concernant le tronçon manquant Saint-Gély et puis l'autoroute A75. Parce que tout le monde est très frustré par les enquêtes publiques. Déjà, je vais corriger un petit point juridique. Quand vous parlez d'enquête d'utilité publique, c'est un type d'enquête publique. C'est une enquête publique destinée à savoir si le préfet ou éventuellement un ministre va pouvoir déclarer qu'un projet est d'utilité, déclaré d'utilité publique, ce qui permet d'exproprier et dans certains cas de lancer un gros projet. Nous, en l'occurrence, c'est pas tellement ce genre d'enquête publique qu'il y a eu. Il y a eu une enquête de ce type-là pour la ZAC Ose, ça devait être en 2013. On a été une poignée à participer, personne n'en a parlé, et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais sinon, sur la gare, il y a eu une enquête publique préalable à la déclaration de projet, c'est-à-dire c'est Réseau Ferré de France
qui a lancé une enquête publique parce qu'il voulait déclarer le projet d'intérêt général. Et il y a eu cette année une enquête publique, loi sur l'eau, pour savoir si on pouvait urbaniser la ZAC Auze, malgré la présence donc, de zones un peu inondables à proximité, sachant qu'ils avaient retiré la gare de cette zone-là, parce que la gare est la zone la plus inondable. Donc ils voulaient pouvoir dire que la ZAC Auze était uniquement en zone non inondable. Alors c'est sûr que les citoyens se déplacent, pas très nombreux en général. Dans certains cas, il y a une mobilisation, comme on avait fait l'année dernière sur la gare. Du coup, il y a quelques centaines de personnes qui se mobilisent, qui interviennent, qui disent « moi je suis contre », éventuellement je suis pour. Alors, en général, les gens se mobilisent plutôt pour dire qu'ils sont contre. Et puis à la fin, le commissaire enquêteur dit bah, « c'est très bien » et puis le projet se fait. Et dans certains cas rares, le commissaire enquêteur dit « non, c'est pas bien, vraiment on n'est pas d'accord du tout ». Et là, on a quand même au moins deux exemples. Il y en a un, c'est le doublement de l'autoroute A9. La commission d'enquête a dit de façon unanime « c'est pas bon ». Et le ministre, ou le Premier ministre, ça devait être le Premier ministre, Villepin, a signé la déclaration d'utilité publique quelques jours avant de quitter son poste d'ailleurs. Et il y a un autre cas, c'est la ligne de TGV qu'ils appellent le Grand Projet du Sud-Ouest, qui est une double ligne de TGV de Bordeaux vers Toulouse et de Bordeaux vers l'Espagne via Dax. Bon, enfin, toujours est-il qu'il y a eu une commission d'enquête de 21 commissaires enquêteurs qui unanimement ont dit que c'était le projet était tentaculaire, que c'était illisible, que c'était trop cher, que c'était une fuite en avant, que c'était sur le plan environnemental, etc. etc. Et le gouvernement a signé la déclaration d'utilité. Non, il n'a pas signé encore. Il a annoncé qu'il allait signer. Voilà, le secrétaire au transport a annoncé qu'il allait signer, oui. Le Premier ministre a dit non, il faut qu'on voit. Il y a des élections. Bon, enfin, il faut qu'on voit les élections. Okay. Après les élections. Bon, en tout cas, alors ça veut dire quelque chose quand même. En soi, c'est pas forcément anormal, c'est que le commissaire enquêteur, c'est pas un dieu, c'est même pas quelqu'un qui prend une décision, il exprime un avis. Et quand on dit avis positif, avis favorable, c'est un avis. Et un avis, ça n'a pas d'engagement, ça n'a pas de valeur juridique. Alors c'est sûr que quand il donne un avis défavorable, ça a au moins une conséquence intéressante. Alors c'est une conséquence évidemment politique, etc., médiatique, ça fait quelque chose. Et puis il y a une conséquence juridique intéressante, c'est que en général les tribunaux considèrent que dans ce cas, on peut suspendre le projet pendant la durée d'instruction d'un recours. C'est pas forcément le cas non plus. Mais il y a quand même, à mon avis, aussi un intérêt, donc en dehors du fait que disait Thierry, de pouvoir avoir beaucoup d'éléments. Ça, c'est un intérêt vraiment qui est très important. Ces projets sont saucissonnés sur des années. Et donc, vous arrivez un beau jour, vous dites pourquoi on fait une gare, vous ne savez pas. Ou même pour comment c'est justifié, vous ne savez pas. Alors que quand ils font des études, des enquêtes publiques, ils sont obligés de divulguer des documents, alors en général en format papier, mais vous pouvez les obtenir, avoir une copie, les scanner, et sur le site web, moi j'ai fait un très gros travail de récupération de documents, la plupart publiés lors d'enquêtes publiques, qui permettent de comprendre comment c'est fait, comment c'est justifié, ce qui peut être intéressant, notamment quand il y a des recours en justice ou des débats avec le public. Et il y a aussi une chose intéressante dans une enquête publique, c'est que donc, ça permet de faire connaître des positions, mais connaître y compris de la manière que le commissaire enquêteur va noter dans son rapport. Il y a un monsieur machin qui m'a dit ça, ou il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Il demande au maître d'ouvrage de répondre, et le maître d'ouvrage dit mais non, pas du tout, c'est pas inondable parce que telle raison. Ou c'est les trafics qui sont attendus sont, etc. Et donc ça permet de mettre des choses sur la table, enfin, pas sur la place publique, mais dans des documents officiels qui parfois peuvent être utiles pour faire une action en justice.
Et notamment, l'action que j'ai faite sur la déclaration de projet est basée sur un certain nombre de documents qui sont basés, qui viennent des enquêtes publiques. Donc de la grande région, comment penses-tu que la SNCF réagit par rapport à ce projet, et d'autre part, comment est-ce que ce projet tellement énorme de gare de la Maugère peut-il être perçu par l'exécutif régional, donc de la grande région? Une forme de pensée unique, de formatage de nos élus à travers les projets de métropolisation du territoire, et avec cette volonté de course à la notoriété nationale, européenne, internationale, pour faire valoir leur métropole. L'occasion du sommet des villes à grande vitesse qui s'est tenu récemment à Montpellier. C'est des villes de l'arc méditerranéen qui se réunissent pour dire qu'elles veulent des subventions pour la ligne TGV entre la France et l'Espagne. Et donc chaque élu disait oui, il faut vraiment des subventions et c'est désolant que ça avance pas. Et puis il y avait le maire de Toulouse, enfin un représentant de la mairie de Toulouse en tout cas, qui était là, qui était presque un peu gêné, qui disait oui, moi j'ai ma ligne TGV qui est décidée par le gouvernement. Bon, bon, c'est peut-être pas fait, mais enfin, en tout cas, il le percevait comme ça. Et donc, c'est clair qu'il y a une concurrence, au moins sur les lignes TGV. Sur les gares, il y a peut-être une concurrence aussi. Nous, c'est sûr qu'on aurait envie que la région, une fois qu'elle est dirigée depuis Toulouse, dise une gare à Montpellier, mais ça sert absolument à rien. C'est pas totalement sûr, parce que les élus de Toulouse, eux, ils ont aussi des projets de gares excentrés un peu partout, notamment à Montauban. Mais il y a des projets de gares TGV partout. En général, autour, il y a un projet de ZAC. Après, quand on revient plus tard, on s'aperçoit qu'on a fait une gare où il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de voyageurs, et puis la ZAC, elle n'a pas marché. Mais bon, on la ferme. C'est rare qu'on ferme les gares quand même, mais il y a des gares qui ne servent pas du tout. En Espagne, il y a par exemple la gare de Guadalajara-Yebes. Elle n'est pas fermée, hein. Il y a quand même des trains qui s'arrêtent. Hein. Il y en a un qui passe à 11h30 le matin vers Madrid, il y en a un qui passe à 20h, je crois. Mais il n'y a pas forcément de... Et puis la ville qui était prévue à côté, elle était à moitié construite, mais elle n'est pas habitée. Voilà. Et tu parlais de la SNCF, que pense la SNCF? Alors la SNCF, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a eu une réorganisation de la SNCF, une réunification en 5 morceaux, je crois, dont essentiellement 3. Un qui est le groupe SNCF qui dirige l'ensemble, mais qui dirige, sauf que les autres parties sont plus ou moins indépendantes quand même. J'ai pas bien compris tout. Hein. Il y a une partie qui s'appelle SNCF Mobilité, qui est en gros les gens qui vendent les billets et qui font rouler les trains. Et puis il y a SNCF Réseau, qui est l'ancien réseau ferré de France, et qui est la partie qui construit la gare de la Maugère. Sachant que la gare de Montpellier, elle, a été refaite par l'ancienne SNCF, qui s'appelle maintenant SNCF Mobilité. Donc c'est même pas la même branche qui s'est occupée de la gare Saint-Roch et de la gare de la Maugère. Et les deux branches ne pensent pas forcément la même chose. Pendant les débats, Réseau Ferré de France disait il faut absolument une gare ici, et puis la SNCF avait d'autres projets, il disait notamment qu'il faudrait étudier l'emplacement à Saint-Jean-de-Védas. Et puis Réseau Ferré de France disait qu'il faut une gare à Manduel. Et puis les SNCF disaient, c'est pas forcément parce qu'on pourrait utiliser la voie ferrée qui va vers Aigues-Mortes en rajoutant un aiguillage aux alentours de Générac, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je sais pas. Je pense qu'il y en a qui se disent que puisque c'est lancé, il faut le faire, et d'autres qui se disent que ça va être une catastrophe. On a un exemple aussi sur Tours-Bordeaux, qui est une ligne TGV qui est en cours de construction, qui sera bientôt mise en service, où la RFF s'est engagée à ce qu'il y ait un certain nombre de dessertes pour les villes qui contribuaient. Il y a eu énormément de contributions d'énormément de collectivités locales. Et ensuite, la SNCF fait ses projets de dessertes.
Donc il y a beaucoup moins de dessertes et elle fait circuler surtout des TGV rapides Paris-Bordeaux pour maximiser le gain de temps. Et elle dit, ben oui, mais ces engagements ne me concernent pas. En 2012, il y a eu ils ont signé des conventions de financement, un ensemble de conventions de financement qu'on a eu pas mal de mal à obtenir, puisqu'ils n'ont pas trop voulu nous donner, mais il y avait tellement de signataires qu'on a fini quand même par l'obtenir. Alors, ils ont signé en 2012, donc entre la métropole de Montpellier, l'agglomération de Montpellier, l'agglomération de Nîmes, le département du Gard, l'État, RFF et quelques autres, le financement du contournement de Nîmes et Montpellier, le financement de la gare de Hamogère, le financement de la gare de Manduel, avec les parts prévues par chacun. Donc pour la métropole de Montpellier, ça doit faire, je ne sais plus si c'est 80 millions d'euros. Pour la région, ça doit faire dans les 400 millions d'euros. Et ils se sont tout à fait engagés. Et justement, c'est au moment où Sorel a dit on est engagé à hauteur de 2 milliards, qu'on a essayé d'en savoir plus, et que la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, nous a dit, s'il dit ça, probablement qu'il fait référence à ces conventions-là. Et vous pouvez les obtenir. Donc on les a demandés, on a fini par les obtenir. Pas par la métropole d'ailleurs, il ne faut pas rêver. Donc ils sont engagés. Selon ce qui les arrange, soit ils disent c'est un seul grand projet, soit ils disent c'est 3 projets indépendants. Donc selon le cas, juridiquement, ils ont intérêt à dire l'un ou l'autre et à se contredire. C'est un des points, d'ailleurs, les plus solides de mon recours sur la déclaration de projet. Ils ont signé aussi des partenariats publics-privés, notamment, ils ont dit chacun va financer telle partie du contournement de Nîmes et Montpellier, mais RFF a dit oui, mais moi je ne vais pas payer tout de suite. Je signe un contrat avec une société qui va me le construire et puis je vais rembourser ensuite en payant des loyers en fonction du nombre de trains et avec des formules très compliquées qui nous ont gentiment retiré du contrat avant de nous donner une copie. Il est très clair que si en 2012 ils ont réussi à se mettre d'accord avec la région, donc Frêche était mort, mais enfin il avait lancé pas mal de choses. Donc l'héritier de Frêche qui dit ok, on vous donne 400 millions d'euros, c'est clair que c'était qu'en échange ils se mettaient à construire des gares alors qu'au départ c'était pas prévu de construire des gares, et donc finalement ils ont fait un projet qui est beaucoup plus cher que ce qui était prévu, mais parce que dans ce cas la région accepte de financer, et c'est en même temps qu'ils ont décidé de ne pas construire l'embranchement de Saint-Bresse qui permet au TGV d'arriver au centre de Montpellier et non pas dans la nouvelle, sans avoir besoin d'une nouvelle gare. Opposé avec tous les moyens qu'on a, qu'il y ait une chance de succès ou qu'il n'y ait pas de chance, de toute façon on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de s'y opposer.